Aujourd'hui, je reçois Sacha qui vient nous parler de son burn-out. Après des années dans l'enseignement, à un moment donné, il a été nécessaire de demander sa rupture conventionnelle. Question de survie. Si Sacha a choisi de témoigner de manière anonyme, c'est pour protéger ses proches, son entourage, ses anciens collègues. Bonjour et bienvenue dans mon podcast Deep Impact. Je suis Valérie Sten et ici je te parlerai d'hypnose évidemment, mais aussi de santé mentale en général et de tous les sujets d'actualité qui touchent de près ou de loin à l'hypnose ou à la santé mentale. Parfois tu auras affaire à moi toute seule ou à d'autres moments à mes invités, qui seront tantôt des experts dans leur domaine, tantôt des personnes qui viendront témoigner de leur vécu afin de partager tout ce qu'elles ont traversé. Bonne écoute! Bonjour Sacha. Bonjour Valérie. Tu vas bien ? Oui, ça va. Je te remercie beaucoup pour ton invitation. Je suis vraiment ravi d'être là et de pouvoir partager mon expérience en espérant que peut-être ça pourrait aider quelqu'un, je ne sais pas. Merci à toi pour ta présence. Je suis très contente de te recevoir aujourd'hui dans mon podcast parce que tu vas nous parler d'un sujet qui me tient beaucoup à cœur, qui est le burn-out. Donc le burn-out, je fais un petit point vite fait, on en parle beaucoup depuis quelques temps, au point même que ce mot perd, je trouve, tu me diras ce que tu en penses, mais je trouve que ce mot perd un peu de sa valeur, de son sens, parce qu'on l'utilise à droite à gauche, alors qu'en fait le burn-out c'est une vraie pathologie, enfin c'est une vraie quelque chose de très... j'ai envie de dire grave, mais je ne sais pas si ce mot, ça peut être un peu connoté négativement, mais disons que c'est quelque chose qui n'est pas anodin, qui a des conséquences qui peuvent être très lourdes dans la vie de quelqu'un, et que donc c'est un diagnostic qui doit être pris très au sérieux. Mais avant qu'on commence donc à aborder tout ça, est-ce que tu pourrais, si c'est OK pour toi Sacha, te présenter en quelques mots, dire qui tu es, sans révéler ton identité. Mais voilà. Oui, alors me présenter sans dire qui je suis, ça va être assez compliqué. Je m'appelle Sacha, je suis actuellement en rémission de burn-out, si je puis m'exprimer ainsi. Et je suis là aujourd'hui pour parler de ce que j'ai vécu, avec l'espoir que peut-être mon témoignage aidera quelqu'un. Ne serait-ce qu'une seule personne. Voilà, je sais pas quoi dire d'autre. J'adore la musique, j'aime le cinéma, je lis beaucoup et voilà. Alors, ma première question, c'est comment est-ce que tu as pris conscience, comment est-ce que tu as mis des mots sur le fait que tu étais en train de vivre un burn-out ? Alors, comment j'ai pris conscience du burn-out ? Je dirais que c'est la question la plus difficile parce que finalement, ce qui a été pour moi le plus compliqué, ça a été de réaliser que j'étais en burn-out, de l'accepter, et puis après de comprendre ce que ça impliquait. Et au final, c'est une démarche qui a pris de longues années, je dirais. Ça a été quelque chose d'assez insidieux, progressif. C'est vrai que l'expression burn-out, on imagine quelque chose de soudain, qui prendrait feu d'un coup, ou quelque chose comme ça. Mais j'ai plutôt la sensation, en tout cas en ce qui me concerne, que c'est l'inverse, que c'est un processus qui se met en place progressivement, qui s'installe de plus en plus au fil du temps, qui se met en place tellement lentement que on s'en rend pas forcément compte justement, et que c'est très très difficile de comprendre qu'on vit ça et de l'accepter. Donc en fait, ce qui a vraiment déclenché ma prise de conscience, c'est un événement tout très concret en fait, c'est qu'un jour j'ai appris une mauvaise nouvelle dans mon travail, qui était finalement une nouvelle assez banale, assez anodine, mais qui sur le moment a eu un impact très très fort. C'est que j'ai pleuré sans pouvoir me contrôler, sans pouvoir arrêter les larmes pendant plus de 2 heures. Il y avait un flot de larmes, des soubresauts, comme un chagrin inconsolable. Et avec des énormes sanglots à ne plus pouvoir reprendre mon souffle, comme si je touchais le fond, quoi. Alors je vais raconter, je veux bien raconter ce qui s'est passé exactement. En fait, donc je vais remettre les choses en perspective parce que je pense que c'est important. J'étais professeur des écoles. Voilà, je travaillais en école primaire, donc j'avais une classe de 2 niveaux, CM1, CM2, et
j'avais aussi la direction. Donc c'est un cumul de tâches assez conséquent, que j'expliquerai tout à l'heure si tu me le permets, Valérie. Euh, et donc, ce jour-là, j'ai appris qu'en fait, mon école changeait de circonscription. Alors, j'explique un petit peu. Les circonscriptions, c'est la manière dont sont regroupées les écoles au niveau dans les départements, en fait, il y a un découpage. Et chaque groupement d'écoles correspond à une inspection de l'éducation nationale avec un inspecteur, un RASEB, des conseillers pédagogiques, etc. Donc c'est découpé par petits secteurs. Et en fait, j'ai appris ce jour-là que mon école changeait de secteur et que mon inspection n'allait plus être celle avec laquelle je travaillais depuis des années. Donc ça impliquait pour moi d'avoir de plus grands trajets, de perdre mes repères, parce que j'avais une équipe avec laquelle j'adorais travailler, avec qui j'avais partagé des projets pédagogiques depuis des années. Donc ça peut paraître un détail, mais sur le coup, pour moi, ça a été un effondrement. Ça a été, je pourrais dire, la goutte d'eau. Voilà. Et puis, le jour où j'ai vraiment compris que c'était ce que je vivais s'appelait un burn-out, c'est tout simplement mon médecin généraliste, que je remercie, qui a eu suffisamment de présence d'esprit et de compétences pour identifier ce qui m'arrivait. Donc en fait, il a été très délicat parce que il me l'a pas dit. Pour lui, ça faisait des mois que dans mon dossier, il avait posé l'interrogation du diagnostic de burn-out, mais il m'avait préservé et ne m'avait pas verbalisé ça. Et donc ce jour-là, j'ai été obligé d'aller le voir pour lui demander un arrêt, ce qui a été très compliqué. Ça a été compliqué, c'est quoi qui a été compliqué? De pouvoir obtenir un arrêt? Non, en fait, ce qui était difficile, c'était pour moi de oser faire la demande. Comme si déjà j'avais un peu un sentiment de honte, d'oser demander un arrêt pour ça, quoi. Est-ce que tu peux nous décrire ou nous expliquer un petit peu comment ça se manifestait concrètement? Enfin, comment ça s'est manifesté concrètement, comment ça se manifestait? Oui, en fait, j'ai eu plusieurs arrêts. Et celui-là a été le plus long, puis c'est, pour ainsi dire, la dernière fois que j'ai travaillé. Et dans les effets du burn-out, comment tu décrirais comment ça se manifestait, tu vois, concrètement, au quotidien? Alors, comment ça se manifestait concrètement? Je dirais que le plus gros symptôme, celui qui était le plus flagrant, c'était l'épuisement. Une fatigue physique vraiment très très importante. Un écrasement physique. Au point que le soir, en fait, j'arrivais plus à faire quoi que ce soit. C'est-à-dire que la seule chose dans laquelle je pouvais mettre mon énergie, c'était le travail. Donc je travaillais vraiment énormément. C'était des 50 à 60 heures par semaine, y compris les week-ends et les vacances, contrairement à ce qu'on dit dans la presse. Un prof, ça travaille tout le temps. Les vacances, finalement, c'est juste des moments pour pouvoir travailler, sans avoir la pression des élèves. Donc voilà, le premier symptôme, c'était ça, l'épuisement physique. Après, il y avait d'autres symptômes secondaires, comme des troubles du sommeil. Alors, les plus gros troubles du sommeil que j'ai eus, c'était pas les derniers temps, c'était plutôt, je dirais, au tout début. Alors, si je fais le bilan maintenant, je suis capable de le dire, il m'a fallu au moins 3 ou 4 ans pour développer le burn-out. Et donc, c'est au tout début des premiers symptômes, c'était ça, c'était des nuits sans sommeil. Donc, au début, on s'endort tard, on se réveille tôt, puis après, il arrive un moment où je ne dormais plus du tout. C'était, voilà, la nuit passait et je tournais dans le lit jusqu'au matin où il fallait aller travailler. Donc je me suis perdu dans ce que je disais. Comment ça se manifestait, tu vois? Oui, voilà, donc comment ça se manifestait concrètement, merci. C'est donc la fatigue, les troubles du sommeil, et puis tout doucement, ce qui s'installe, c'est la dépression. Parce que maintenant, on le dit, tout ce qui est burn-out, etc., c'est une dépression en fait. C'est simplement la manière dont elle s'installe qui diffère. Donc tout ce qui va avec la dépression, c'est-à-dire la dévalorisation, le manque de plaisir dans ce qu'on fait. Et puis moi, il y a 2 choses aussi qui m'ont frappé. C'est déjà le déni, parce que j'ai longtemps été dans le déni du fait que j'avais le droit d'être mal en fait, et que j'étais mal. Et la honte. Et je crois que la honte, pour l'instant, c'est un sentiment dont je suis encore victime, j'ai envie de dire. Voilà, là je suis là aujourd'hui pour témoigner, mais j'avoue que c'est très pesant. Que j'ai encore ce sentiment de honte, sentiment d'échec, voilà, toutes ces choses assez lourdes qui font aussi qu'on n'ose pas parler quand on le vit.
que c'est compliqué, voilà, que c'est comme si on se sentait responsable. Enfin, en tout cas, moi, j'avais cette sensation de me sentir responsable. Est-ce que tu peux nous donner la définition du burn-out? La définition du burn-out, ben, peut-être que tu peux mieux la donner que moi. Ok, alors, le burn-out, c'est lorsque... Alors, bah, je sais par quel angle je vais attaquer l'explication. On pense que le burn-out touche les personnes qui seraient peut-être un peu fainéantes, un peu voilà, alors qu'en fait, c'est exactement l'inverse. Les personnes qui sont touchées par cette pathologie, enfin oui, je peux dire le mot, hein, qui sont touchés par le burn-out sont en fait les gens qui sont très impliqués, très consciencieux et qui ont cette tendance à être perfectionnistes, à pousser les choses jusqu'au bout, à vouloir ne pas lâcher. Voilà, quelqu'un qui fait un job qui ne l'intéresse pas spécialement, bah, c'est pas lui qui va faire un burn-out, quoi. Pour faire un burn-out, c'est plutôt lorsqu'on est très impliqué, très engagé et qu'on est capable d'aller jusqu'au bout de son énergie pour remplir une tâche, pour remplir une mission. Je précise aussi que le burn-out, c'est pas forcément dans le domaine professionnel, ça peut être aussi, par exemple, dans le domaine associatif, si on est très engagé dans une asso, par exemple, ou même dans le domaine privé. Quelqu'un qui, par exemple, fait de la musique et s'investit H24 dans la création, dans l'enregistrement de son travail, etc. On peut aussi s'épuiser pour un hobby. Hein. C'est pas, le burn-out, c'est pas exclusivement dans le domaine du travail. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Quelle est ta définition? Ben, je définirais ça comme le fait d'être arrivé au bout de ce qu'on peut donner, quoi. Un jour, on a tout donné, jusqu'à la dernière goutte, et puis voilà, puis après, on n'a plus rien d'autre à faire que de se reposer et d'attendre que les batteries se rechargent. Alors, j'ai entendu un podcast d'Annie Prévost, qui travaille justement sur la santé mentale et le lien qu'on peut avoir au travail. Et elle disait que quand on a fait un burn-out, ben, les batteries ne seront plus jamais aussi rechargées qu'avant et on n'aura plus jamais la même capacité de se recharger et qu'on retrouvera jamais, qu'il faut faire le deuil en fait des capacités qu'on avait avant le burn-out. Ok. Et quand j'ai entendu ça, ben, il y a eu une double réaction à l'intérieur de moi. C'était à la fois le soulagement parce que ça m'aide à accepter cette fatigue que je garderai toujours en fait. Alors je suis moins fatigué actuellement, mais j'ai quand même toujours des moments de grosse fatigue. Donc ça m'a permis à la fois d'accepter ça, de me dire bah t'as le droit, t'as le droit d'être fatigué, t'as vécu cet horrible truc appelé burn-out, donc t'as le droit d'être fatigué, mais en même temps, bah ça fait mal de se dire bah, qu'on sera plus jamais la même personne. Qu'est-ce qui était le plus difficile pour toi pendant cette période? Ce qui a été le plus difficile, je dirais, c'est le regard sur soi-même, enfin en tout cas le regard que je portais sur moi-même. Je me suis beaucoup jugé, je me juge encore beaucoup aujourd'hui, comme si en fait c'était une faiblesse, comme si j'avais été quelqu'un de pas capable quoi. Et la honte, comme je disais tout à l'heure, parce que la honte de ne pas être à la hauteur, la honte de devoir s'arrêter, la culpabilité de devoir entre guillemets abandonner mes élèves, parce que pendant des années j'avais l'impression de tout tenir sur mes épaules, et c'est vrai que j'avais une fonction très particulière dans mon école. Hein. Euh, C'était un peu moi le pilier, je gérais vraiment tout de A à Z, y compris la cohésion d'équipe, etc. J'avais une super relation avec mes élèves qui fait que j'avais l'impression d'être utile et d'avoir de l'importance pour eux. Donc c'est vrai que le fait de se dire ben là j'assure plus, ça a été vraiment ultra culpabilisant. Puis en plus quand on connaît la charge de travail, ce que ça implique de ne pas être remplacé, puisque faut le dire, hein, de nos jours il n'y a plus du tout assez de remplaçants. Merci les politiques de coupes budgétaires hein, qui font que quand un collègue est absent, il n'est pas remplacé. Et tout de suite, on se dit, mince, qu'est-ce qui va arriver de mes élèves? C'est mes collègues qui vont devoir les accueillir dans leur classe. Qu'est-ce que les parents vont penser de moi, etc. Donc c'est un peu un cercle vicieux, parce que plus on est fatigué, et plus on se juge, plus on culpabilise, moins on ose se mettre en arrêt. Puis du coup, quand on se met en arrêt, ça renforce cette culpabilité. Donc voilà. Donc c'est ça qui était le plus dur, ça a été d'être inscrit dans un système et de se dire quand je suis pas là, le carrosse ne tourne plus aussi bien. Voilà. Ça peut paraître prétentieux. Maintenant, je le vois un peu comme ça, de me dire n'est pas indispensable, nul n'est irremplaçable. Mais
Mais voilà, quand on a le nez dans le guidon, c'est compliqué de laisser les collègues gérer ces absences en fait. Alors que, en vérité, c'est le système qui est malade, qui est défectueux. Parce que dans les autres métiers, quand quelqu'un est absent, soit ça se voit moins, soit il y a des possibilités de remplacement. Et en fait, dans l'éducation nationale, j'en profite pour faire une petite critique politique, quand on est dans l'éducation nationale, en fait, comme ça manque de remplaçants, un absent se voit tout de suite. Alors que statistiquement, c'est une des professions où il y a le moins d'absentéisme, contrairement aux croyances populaires. Et pour toi, c'est quoi qui était le plus difficile? Qu'est-ce qui était le plus difficile? Il y a deux choses. Il y a déjà la, la culpabilité et la honte. Ça, c'était vraiment au moment d'accepter qu'on arrive au bout, en fait. Après, ce qui a été difficile, ça a été de renoncer à mon métier, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que ça m'a conduit, enfin, je suis arrivé à un moment à devoir arrêter mon métier. Donc ça, c'est terrible, parce que avoir un métier qu'on adore, pour lequel on a toutes les compétences nécessaires, pour lequel on est complimenté, un métier qui nous apporte du bonheur chaque jour, parce que voilà, pour moi, aller à l'école chaque matin, ça a toujours été le bonheur, ça a toujours été quelque chose de vraiment chouette, qui avait du sens en plus. Donc ça a été très dur de devoir renoncer à ça. Et puis maintenant, ce qui est difficile, c'est remonter la pente, parce que ça, je sais maintenant que se remettre d'un burn-out, c'est pas une question de semaines ni de mois, mais bien d'années. Et je ne sais pas jusqu'où je vais pouvoir remonter la pente en fait. Je ne sais pas si un jour je retrouverai la même énergie, la même joie de vivre, tout ce que j'avais avant en fait. Voilà. C'est pour ça que pour moi c'est important de faire de la prévention, de prévenir les gens que aller jusqu'au burn-out c'est pas anodin quoi. C'est pas un pari qu'on fait allez je touche le fond pour voir parce que le fond il est très 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 au fond et remonter jusqu'à la surface c'est un effort colossal. Et puis voilà, ce qui a été difficile aussi, c'est renoncer à ce métier, parce qu'en fait, si je regarde mon parcours, arriver à avoir cet emploi, c'est extrêmement difficile. Moi, ça m'a demandé beaucoup de sacrifices. Euh, Déjà, passer le concours, c'est très très dur, enfin en tout cas à mon époque. C'était à l'époque où les études d'enseignants se faisaient à l'IUFM. Maintenant, c'est plus le cas, maintenant ça s'est intégré aux facultés et aux universités. Mais à l'époque, c'était donc des instituts qui étaient à part. Et le concours était extrêmement difficile. Je sais pas quel est le taux aujourd'hui, quel est le pourcentage de réussite. Il y a d'autres difficultés aujourd'hui dont je parlerai après, mais à l'époque, ce qui était compliqué, c'est qu'on était des milliers de candidats et il y avait seulement une centaine de places. Donc déjà, réussir le concours, c'était extrêmement complexe. En plus, moi, là où je l'ai passé, c'était loin de la ville où j'habitais. Donc il a fallu que je retourne vivre chez mes parents, que pendant une année, enfin 2 ans même, le temps de passer le concours, l'année de passer le concours, et puis ensuite l'année de formation où on est stagiaire. Ensuite, les stages en eux-mêmes, c'était extrêmement compliqué, parce que quand je suis arrivé dans le métier, on venait de changer le principe. Avant, c'était 3 stages de 3 semaines, et là, ils venaient de commencer ce qu'on appelait le stage filé. Bon, là, je m'égare un peu. Enfin, en tout cas, pour pouvoir obtenir ce concours et obtenir un poste, ça a été beaucoup de sacrifices. La première année, j'ai dû loger loin de ma maison. J'étais obligé de payer un deuxième logement. Ce qui fait que mon salaire, en fait, servait à payer mon autre logement. Et c'est vrai, quand je fais le bilan de tout ce que j'ai sacrifié dans ma vie, de la manière dont je me suis impliqué, et finalement le peu de reconnaissance que j'ai eu, et la fin brutale, comment ça s'est terminé, ouais, ça, c'est, j'avoue, quelque chose d'assez, qui est encore assez pesant aujourd'hui. C'est difficile à accepter. Après, je sais que je préfère avoir quitté ce métier qui était en train de me tuer à petit feu. Je sais que j'ai fait le bon choix. J'ai fait le bon choix parce que le système est invivable. Mais je regretterais toute ma vie de ne plus enseigner, de ne plus avoir ce contact avec les élèves, de ne plus avoir ce rôle qui était important pour moi de participer à l'épanouissement de tous ces enfants. Mais bon, c'est comme ça. Est-ce que tu saurais nous dire comment ça a impacté tes proches, ta famille, les gens qui te connaissaient, tes collègues peut-être? La relation avec mes proches, j'ai eu beaucoup de chance parce que les personnes les plus proches de moi, que ce soit mon conjoint ou ma famille proche, mes amis, ils ont très bien compris en fait. Quand on vit avec un prof, on voit l'implication au quotidien, le travail colossal. Donc j'ai pas eu de jugement, j'ai jamais eu de phrase du style oh les profs vous faites rien, comment tu peux être fatigué ou voilà des choses comme ça parce que
mes proches étaient suffisamment attentifs à mon travail pour voir ce que ça me coûtait, l'implication, le soin que j'y mettais. Et donc, pour eux, c'était même logique, en fait, que ça m'arrive. C'était, avec ce système et, le, et tout ce que tu donnes, tu tiendras pas le coup. Et j'ai beaucoup d'amis et de proches, et en particulier mon mari, qui ont essayé de me faire comprendre que j'étais en train de craquer, de faire un burn-out, mais en fait, je crois que je suis la toute dernière personne à en avoir pris conscience, quoi. Dans la chaîne de compréhension, c'était moi le dernier maillon. Après, au niveau de l'impact, je pense que ça a été une souffrance aussi, parce que quand on aime quelqu'un, c'est dur de le voir aussi bas, de le voir se fatiguer, de le voir s'épuiser, devenir de plus en plus pessimiste. Donc je crois que ça a été un soulagement finalement, le jour où j'ai été arrêté, et puis le jour où j'ai demandé ma rupture conventionnelle, et puis le jour où j'ai obtenu ma rupture conventionnelle, tout ça, ça a été plutôt du soulagement, je pense, pour ma famille. Qu'est-ce que tu as mis en place? Qu'est-ce que tu as fait pour aller mieux? Qu'est-ce qui t'a aidé en fait? Alors, qu'est-ce que j'ai fait pour aller mieux? Quand j'étais encore au travail, j'ai commencé par voir une psychologue. Donc, j'ai trouvé quelqu'un de très bienveillant et très doux, ce qui était parfait pour moi parce que elle m'a appris à avoir de la douceur envers moi-même, de la bienveillance, de l'indulgence, et à moins exiger de moi. Donc ça a été très bénéfique. Puis après, il y a eu le confinement, qui fait que j'ai arrêté le suivi. Et puis après le confinement, j'ai pas souhaité reprendre, parce que j'avais l'impression que j'allais ressasser, ça allait me faire plus de mal que de bien. Donc voilà. Et puis après, je suis allé voir une autre thérapeute, ça c'était plus à la fin, donc en 2022 par là, ouais, 2021, non 2021. Là, j'ai vu une psychologue qui faisait aussi de la sophrologie, de l'hypnose, et cette personne m'a donné des tips plus techniques, on va dire. Des techniques de respiration, des choses comme ça. Et puis c'est elle qui m'a aussi appris qu'on ne pouvait pas donner indéfiniment, qu'il fallait aussi prendre du temps pour recharger ses batteries, parce que pour être en mesure de donner aux autres, il faut d'abord se donner à soi-même. Ça a été très compliqué pour moi à mettre en place, à comprendre, à accepter. Et je suis pas sûr d'être encore capable de le faire. Je progresse, mais c'est pas facile, hein. Comment ça s'est passé ton arrêt ou tes arrêts? Je sais pas. Alors, comment s'est passé l'arrêt? Ça a été par plusieurs paliers. Il y a eu d'abord des arrêts ponctuels, des petits arrêts de 1 semaine, parce que je commençais à me fatiguer et voilà. Il y avait des gros moments d'insomnie, des choses comme ça. Et puis ensuite, ça a été des arrêts systématiques pendant 3 ans lorsqu'arrivait la fin de l'année scolaire, où là, j'arrivais plus à suivre. Et puis le dernier arrêt, ça a été l'arrêt définitif, où mon médecin m'a dit non, mais c'est fini, vous ne retournez plus dans cet emploi, vous n'êtes plus en mesure de supporter ça. Donc je prends la décision, je vous arrête. Et il m'a arrêté enfin, le contrat avec lui, c'était je vous arrête jusqu'à ce que votre rupture conventionnelle soit acceptée, quoi. Voilà. Et les premiers arrêts, lorsque c'était court, c'était très compliqué parce que les premiers jours, c'était le soulagement. Puis après, quand arrivait la fin de l'arrêt, me dire, allez, il faut que j'y retourne. Alors, ça n'a jamais été un enjeu de retrouver mes élèves. Ça, c'est vraiment ce qui me tenait. Et je crois que c'est justement à cause de ça que j'ai tout donné jusqu'au bout. C'est que le temps passé avec les enfants, c'était toujours gratifiant, je me sentais à ma place. Voilà. Donc, mon métier, j'adorais mon métier. Par contre, tout ce qui était autour, que ce soit le système, les injonctions de plus en plus complexes, les demandes de plus en plus lourdes administrativement, les réunions, et puis les directives d'État aussi, toujours des nouvelles choses à mettre en place, les programmes qui changeaient sans arrêt, voilà, tout ça, ça devenait vraiment, vraiment trop pesant, trop compliqué. Et aujourd'hui, alors, comment ça se passe pour toi? Comment est ton quotidien? Qu'est-ce qui a changé pour Alors, toi? euh, aujourd'hui, je me reconstruis. C'est un travail quotidien, c'est l'apprentissage d'un nouveau métier, euh, c'est aussi se réinventer en termes d'identité, parce que être enseignant, être chargé de diriger une école pendant des années, ça donne on peut dire que c'est presque une identité, ça donne un statut social, un sentiment d'utilité qui est quand même très présent.
Donc c'est comme si j'étais en train de me réinventer en fait. Donc il faut que je retrouve qui je suis. Euh, J'apprends aussi à vivre avec mes nouvelles capacités de repos qui sont plus faibles. Je fais des grosses nuits de sommeil, ce qui m'était jamais arrivé de toute ma vie. Voilà, ça fait depuis que j'ai arrêté ce métier, donc depuis bientôt 1 an et demi, 2 ans, oui, 2 ans, que je fais des vraies nuits. Je dors 8 heures. Et ça, c'était jamais arrivé depuis que je suis né, quoi. Donc ça, j'apprends à ne pas culpabiliser, mais bon, pour l'instant, je n'y arrive pas, faut le dire, hein. C'est-à-dire que, par exemple, prendre soin de moi, aller me promener, passer une journée à ne rien faire, pour moi, ça reste négatif. Enfin, ça reste quelque chose pour lequel je culpabilise. Alors, je sais que je devrais dire, aujourd'hui j'ai lu, aujourd'hui je me suis reposé, aujourd'hui j'ai pris soin de moi, et non pas aujourd'hui je n'ai rien fait. Mais j'ai encore ces injonctions qu'on m'a inculquées qui sont que travailler c'est avoir de la valeur. Donc les moments pour moi de repos sont difficiles à accepter. Voilà, je sais que je devrais, mais j'ai pas encore cette capacité-là. Donc je vous conseille de ne pas prendre exemple sur moi. Je ne suis pas du tout le bon exemple. Euh, Reposez-vous, c'est... Enfin, se reposer, en fait, c'est s'optimiser, quoi. Et si tu avais un ou des conseils à donner aux personnes qui nous écoutent, qu'est-ce que tu leur conseillerais? Qu'est-ce que Ah tu ben leur voilà, dirais? je viens d'en donner un. Le conseil que je donnerais, alors déjà, c'est d'être à l'écoute de soi. Euh, Quand on est fatigué ou quand on a des symptômes, par exemple, je sais pas moi, des difficultés d'endormissement ou des maux de ventre ou des migraines, c'est qu'en fait notre corps nous alerte pour nous dire qu'il y a quelque chose qui va pas. Voilà, ça c'est mon premier conseil. Le deuxième, c'est écouter ses proches, parce que bien souvent, ils savent mieux que nous ce qu'on est en train de traverser. Si quelqu'un vous dit que attention au burn-out, c'est que peut-être eux, ils ont des indices que vous n'avez pas. Voilà. Ensuite, quel autre conseil je donnerais? Oui, c'est d'être très vigilant, c'est ce que je disais tout à l'heure, sur l'idée de faire un burn-out. C'est vraiment pas quelque chose d'anodin. Je pense que si on peut l'éviter, c'est bien. Parce que on n'en sort vraiment pas indemne, quoi. Ça laisse des traces, c'est... Ouais, ça laisse des traces. On perd quelque chose, on perd des compétences, on perd des capacités. Ah oui, ça me fait penser, tout à l'heure tu me demandais quelles étaient les émotions, les symptômes que j'avais. Il y a un symptôme aussi qui est très important, c'est la perte de mémoire Hmm. et la diminution des capacités cognitives. Moi, je m'en suis rendu compte pendant que j'étais au plus bas, en fait, c'est que j'avais beaucoup, beaucoup de charges intellectuelles. J'étais obligé de beaucoup plus travailler pour mémoriser des apprentissages, pour me rappeler ce que je devais faire, j'oubliais des tâches, et en fait, j'avais l'impression que c'était définitif. Pour moi, je mettais ça sur le compte, oui, du temps qui passe, en fait. Je me disais, ben, t'arrives à un certain âge, ou c'est l'usure, ou j'en sais rien, mais je me rendais pas compte que c'était dû au burn-out. Et c'est maintenant que je m'en rends compte, parce que je récupère toutes ces capacités. Là maintenant, je me retrouve comme quand j'avais 20 ans et que je lisais des revues scientifiques et que je retenais tout. Bah là j'ai ce phénomène, c'est que maintenant je retrouve cette mémoire super super performante. J'ai même des connaissances que j'avais engrangées pendant mes études que j'avais complètement oubliées et qui je pensais avoir perdu définitivement. Et en fait non, tout me revient. Donc ce côté difficulté de mémoire, de concentration, ça peut être aussi une alerte. Mais la bonne nouvelle, c'est que quand on se repose, eh ben, ça peut revenir. Ok. Voilà. Donc ça, c'est... Je crois que j'ai fait le tour des conseils que je donnerais. Oui, en fait, mon gros conseil, si je voulais... ce serait ne faites pas de burn-out. Prévenez-le, en fait. Si vous sentez qu'il y a des symptômes, arrêtez-vous avant. Euh, voilà, pousser la machine jusqu'à ses dernières limites, c'est vraiment une très mauvaise idée. Je te remercie infiniment pour le temps que tu m'as consacré pour ce podcast. J'espère que ça n'a pas été trop difficile pour toi de remuer tout ça. Est-ce que tu as une dernière chose que tu souhaiterais ajouter? Non, je crois qu'on a fait le tour de tout ce que je souhaitais partager. Je te remercie vraiment pour ta Bah, c'est présence. moi qui te Et, remercie. Merci pour ta bienveillance. et puis, bonne continuation. J'espère que dans ton nouveau travail, tout se passera pour le mieux et puis Oui, que tu as maintenant les capacités à ne plus te laisser de nouveau submerger par un travail qui serait trop sollicitant. Et puis, je te dis à bientôt, Sacha. Au revoir. au revoir.
J'espère que cette écoute t'a plu, que tu as appris des choses, qu'elles t'ont intéressé. Je t'invite à faire le tri dans ce qui est intéressant pour toi, dans ce que tu souhaites garder ou dans ce qui ne correspond pas à tes valeurs. Et puis si ce podcast t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne, à liker, à partager. Enfin, à faire tout ce que tu souhaites pour soutenir Deep Impact. À bientôt!